En Achille, par une soirée humide, Georges berçait leur bébé de 3 mois, Monica, dans le petit appartement d'une pièce. La bougie jetait des ombres dansantes sur les murs. Cynthia, au téléphone, tremblait. Son visage s'est illuminé, un éclat que Georges n'avait pas vu depuis leur mariage. « Oui, monsieur. Oui, monsieur le baron. Demain matin, je serai là, » dit-elle, raccrocha et se tourna vers Georges, les yeux brillants. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Georges. Cynthia laissa tomber son téléphone et prit une profonde inspiration. C'était maître Donald. Le chef Johnson Wany, le milliardaire. Il a envoyé son avocat m'appeler. Il croit que je suis sa fille. Sa vraie fille. Il veut un test ADN demain, à l'hôpital fédéral. Georges cligna des yeux. Attends, le chef Johnson? Le groupe de société Johnson? Oui, le même homme. Il a dit qu'il me cherchait depuis des mois, que je pourrais être de son sang. Le silence tomba. Georges, tenant toujours le bébé, demanda doucement, « Cynthia, as-tu appelé ta mère? Lui as-tu demandé s'il y a une once de vérité là-dedans ?» Cynthia secoua la tête. « Il n'y a pas besoin. Je le savais. J'ai toujours su qu'Emma n'est pas mon vrai père. Nous ne nous ressemblons pas du tout. Il est trop pauvre, trop petit. Je suis née pour de plus grandes choses. » Georges la regarda, ces mots lui firent mal. La femme qu'il aimait, celle qui avait vendu ses boucles d'oreilles en or pour lui acheter du sirop contre la toux pendant sa fièvre de dernière année, parlait comme une étrangère. « Cynthia, même si c'est vrai, commença-t-il, cela ne change pas qui t'a élevé. J'y vais demain, coupa-t-elle. Et Georges, si c'est réel, tout changera. Tout. » Cette nuit-là, Georges ne dormit presque pas. Il resta assis avec Monica dans ses bras, la berçant doucement, regardant Cynthia faire un petit sac, fredonnant un air qu'il ne lui avait jamais entendu, un air confiant et dangereux. Le lendemain matin, Cynthia s'habilla de sa plus belle robe verte et or avec un foulard assorti. Elle se maquilla avec précision, vaporisa ses dernières gouttes de parfum et embrassa brièvement le front de Monica. « Tu la garderas, n'est-ce pas ?» Georges hocha la tête. « Bien sûr, mais je ne peux pas aller travailler. Mon patron a déjà menacé de me virer si je saute un autre jour. Je serai de retour avant le soir, » dit-elle, sortant sous le soleil levant de la gosse, mais Georges savait que plus rien ne serait comme avant. À l'hôpital fédéral, Cynthia attendit près d'1 heure dans le salon VIP. Maître Donald, grand, chauve et majestueux dans son agbada, arriva finalement avec 3 infirmières et 2 gardes de sécurité. « Mademoiselle Cynthia, merci d'être venue. Le chef Johnson est à l'intérieur. Il est très malade, mais il a insisté pour vous rencontrer avant le test. » Cynthia les suivit dans un couloir qui sentait l'eau de Javel et l'argent discret. Quand ils ouvrirent la porte, elle haleta. Là, le chef Johnson Wany, étendu faible sur un lit d'hôpital, des tubes dans le nez, mais ses yeux vifs, la regardant comme un faucon. Il leva une main frêle et réussit à sourire. « Tu ressembles à ta mère, » murmura-t-il. Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia. Elle s'agenouilla près du lit, ne sachant que ressentir. Le test fut effectué rapidement. 1 heure plus tard, les résultats arrivèrent, positifs. Le chef Johnson ferma les yeux et sourit à nouveau. « Ma fille, tu es mon sang. Je t'ai trouvée. » Il se tourna vers son avocat. « Change le testament immédiatement. » Au crépuscule, Cynthia avait $1 million à son nom et 3 manoirs à Lekki. L'un d'eux avait même un ascenseur privé. Tout ce dont elle avait toujours rêvé était maintenant une réalité, et elle n'avait même pas eu à travailler pour cela. Mais elle n'avait pas fini. Avant de rentrer chez elle, Cynthia fit un détour par un petit appartement à Egbeda. Sa mère, Sandra, était assise sur un tabouret à côté d'Emma, le seul père que Cynthia avait jamais connu. Une marmite de soupe d'aigusi mijotait à proximité. Lorsque Cynthia annonça la nouvelle, Sandra se figea. Emma se leva lentement, tremblant. Sandra fondit en larmes. « Je ne savais pas qu'il nous trouverait un jour, » murmura-t-elle. C'était une erreur, une aventure d'un soir à une fête. J'aimais Emma. Je ne voulais pas le perdre. Emma regarda Cynthia, la douleur dans ses yeux trop profonde pour les mots. « Alors, tu n'es pas la mienne. »« Non, je ne le suis pas, » dit Cynthia froidement. « Je l'ai toujours su. Tu ne m'as rien donné. Tu m'as déçue. Mon vrai père est un milliardaire, et je comprends enfin pourquoi je ne me suis jamais sentie à ma place dans cette vie de pauvreté. » Il se retourna et s'éloigna. Emma s'effondra sur la chaise, sanglotant comme un homme dont le monde entier venait de s'écrouler. Quand elle retourna à Achille ce soir-là, Georges la salua avec Monica dans ses bras. Mais Cynthia ne sourit pas. Au lieu de cela, elle regarda autour de la pièce et dit
ce n'est plus ma vie. De quoi parles-tu? Demanda Georges, confus. J'ai acheté cet immeuble, dit-elle platement. Je vais le démolir bientôt. Un centre commercial va venir ici. Georges gloussa nerveusement. Cynthia, ça va? Je vais plus que bien. Je suis la fille du chef Johnson Wany, une femme de classe, et je ne peux pas rester avec un homme qui gagne 75 000 par mois et sans la sueur et le talc pour bébé. Le visage de Georges s'affaissa. Qu'est-ce que tu dis? Dehors. Siffla Cynthia en traînant le sac de Georges hors du placard. Elle lui jeta le sac, puis celui de Monica, en disant « Et emmène-la avec toi. Je ne veux plus être liée à cette ancienne vie. » Georges resta figé. La femme qu'il aimait, la mère de son enfant, venait de les mettre à la porte, lui et leur bébé, parce qu'elle avait trouvé un père milliardaire. Il regarda Monica, puis Cynthia. « Tu vas le regretter » murmura-t-il. « Non, » répondit-elle. « Je suis arrivée. » Georges sortit dans la rue poussiéreuse, les larmes coulant sur son visage, Monica pleurant doucement dans ses bras. Cynthia resta sur le pas de la porte, les regardant disparaître dans la nuit, puis elle claqua la porte. Exactement une semaine plus tard, Cynthia était aux funérailles du chef Johnson, vêtue de dentelle blanche et d'un collier en or. Alors qu'elle s'apprêtait à passer devant la tombe, Maxwell, le premier fils du défunt, lui attrapa le bras. « Laisse-moi te dire quelque chose, Cynthia, » grogna-t-il. « Nous ne pourrons peut-être pas t'exclure du testament, mais pour nous, tu ne fais pas partie de notre famille. Profite de l'argent, mais ne t'approche plus jamais de notre famille. » Cynthia se figea. Les caméras tournaient. Les invités la fixaient. Elle tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Pour la première fois, elle se sentit seule. Cynthia était assise au bord d'un canapé en cuir blanc dans son manoir de Lekki. L'air était imprégné de parfums, de peinture fraîche et de silence. Ses talons claquaient sur le sol de marbre alors qu'elle se dirigeait vers la grande fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. La gosse était magnifique d'ici, rien à voir avec l'Oshodi qu'elle avait quitté. Malgré les millions sur son compte et les 3 manoirs à son nom, Cynthia ne pouvait pas se défaire de la pique de Maxwell aux funérailles. « Tu ne fais pas partie de nous. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Elle avait pénétré dans la propriété de la famille Wana, vêtue de la robe en dentelle la plus chère qu'elle ait trouvée. Les caméras cliquaient. Les journalistes chuchotaient. Tout le monde la fixait. Mais au lieu de se sentir comme une fille de la maison, elle se sentait comme une étrangère à une fête à laquelle elle n'était pas invitée. Les 5 enfants du chef Johnson, tous vêtus d'ASOEB coordonnés, l'avaient à peine reconnue. L'avocat était resté brièvement avec elle, mais même lui semblait mal à l'aise. Et lorsque le testament fut lu, lui léguant $1 million et les 3 propriétés, la tension dans la pièce devint aussi tranchante qu'un couteau. Maxwell n'était pas le seul à la fusiller du regard. Sa jeune sœur, Vivant, elle-même avocate, avait traité Cynthia de croqueuse de diamants à voix basse. Cynthia sourit à travers tout cela, mais ses doigts tremblaient sous le tissu de sa robe. De retour à la maison, cependant, elle tenta d'oublier. Elle buvait du champagne, se faisait masser quotidiennement, engageait des chefs pour préparer des plats continentaux, et se filmait en direct sur Instagram avec des filtres et des lunettes de soleil de créateur, disant à ses abonnés de ne jamais se contenter de moins. Mais dans ses moments les plus calmes, elle se surprenait à vérifier le statut WhatsApp de Georges depuis un faux compte, espérant apercevoir bébé Monica. Loin de là, dans les faubourgs d'Egbeda, Georges était assis sur un tabouret devant le complexe de sa mère, balançant doucement Monica sur son genou. Ses yeux étaient cernés par les nuits sans sommeil, et sa chemise était tachée de lait sur l'épaule. « Maman, comment en est-on arrivé là ?» demanda-t-il, la voix faible. Sa mère, une femme endurcie par le tumulte de la gosse, s'essuya les mains sur son pagne. « C'est arrivé parce que tu as aimé la mauvaise femme. Elle a changé, maman. Ce n'est pas la Cynthia que j'ai épousée. Elle n'a pas changé. L'argent t'a juste montré qui elle était vraiment. » Georges regarda Monica, ses petites mains serrant son pouce. « Je l'élèverai seule, » dit-il, « même si ça doit me tuer. » Et il le pensait. Malgré l'avertissement de son patron, Georges retourna au travail le lendemain avec Monica attachée à son dos dans un porte-bébé. Ses collègues rirent, certains le plaignirent, mais son manager n'était pas amusé. « C'est une banque, Georges, pas une garderie. »« Je comprends, monsieur, » dit Georges, mais je n'avais pas le choix. Le manager soupira et se détourna, mais 2 jours plus tard, Georges fut convoqué au bureau des ressources humaines. Au lieu d'être licencié, il fut promu. Pourquoi ? Une cliente âgée avait posté une vidéo sur TikTok montrant Georges gérant calmement des transactions avec un bébé sur le dos, disant « C'est le jeune homme le plus travailleur que j'ai jamais vu ». La vidéo devint virale. La banque,
Dans le but d'améliorer son image, donna à Georges une augmentation et un nouveau rôle, responsable de l'expérience client. À partir de ce jour, la vie de Georges commença à changer doucement. Pendant ce temps, le monde de Cynthia s'enfonçait dans la direction opposée. Elle avait ignoré tous les conseillers financiers et refusé de consulter des experts. Son objectif était de devenir la femme propriétaire immobilière la plus puissante de Lagos. « Je construirai le plus grand centre commercial de l'Équie », dit-elle à maître Donald. « Et je veux que ce soit fait vite. » Contre tout avis, elle engagea un homme qu'elle avait rencontré lors d'une fête sur un yacht. Jonathan, grand, avec un accent britannique, un beau parleur, et prétendument un entrepreneur de premier plan. Elle lui donna le contrôle total du projet. En une semaine, elle lui avait transféré le $1 000 000. « La vitesse est mon style », avait dit Jonathan, souriant autour d'un verre de vin rouge. « Fais-moi confiance, chérie. Je te rendrai plus riche que ton père n'aurait jamais rêvé. » Cynthia le crut. Elle posta même en ligne « Attention, Lagos. La vraie patronne est arrivée. » Mais les signes commencèrent à apparaître. D'abord, elle visita le site du centre commercial un lundi matin. Il était vide. Pas d'ouvriers, pas de machines, juste de la brousse et du sable. Peut-être un retard de week-end, pensa-t-elle. Puis elle visita l'un des manoirs que Jonathan l'aidait à vendre. Disparu. Le suivant vendu. Le troisième. Des étrangers avaient déjà emménagé. Le cœur de Cynthia commença à s'emballer. Elle appela Jonathan. Numéro injoignable. Elle réessaya encore et encore. Toujours rien. Elle se rendit à l'adresse qu'il lui avait donnée lors de la signature du contrat, le bureau de l'entrepreneur à Victoria Island. Vacant. Jonathan ne travaille pas ici, dit le gardien de l'immeuble. Les genoux de Cynthia fléchirent. Elle s'effondra sur place, dans sa robe de créateur à 600 000 Naira, criant « Non, non, ça ne peut pas arriver ». Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Diagnostic, attaque de panique, hypertension artérielle et déshydratation. Quand elle se réveilla, la réalité la frappa. Tout était parti. L'argent, les propriétés, les rêves, partis. Elle vérifia son compte. 18 492 Naira. C'est tout ce qui restait. Le lendemain matin, Cynthia, vêtue d'un pagne et d'un foulard simple, était assise sur un banc en bois à une jonction routière. Elle tenait un plateau de tomates et de piments, murmurant les prix aux clients de passage. « Ce n'est pas ma vie », murmura-t-elle. Les gens passaient et la fixaient. « N'est-ce pas Cynthia? La fille Wana? Celle avec les manoirs? Je pensais qu'elle était partie à Dubaï le mois dernier. » L'argent ne finit pas, oh. Elle ignora le bruit. Concentrée sur sa survie. Elle tenta de joindre Georges. Elle le supplia. Elle l'appela. Elle lui envoya des messages. « S'il te plaît, pardonne-moi. Reprends-moi. Pour Monica. » Georges lut les messages et les ignora. Sa vie était différente maintenant. Stable. Paisible, remplie de l'amour de sa fille. Cynthia n'abandonnait pas. Elle se rendait à son bureau, l'attendait à la grille, pleurait en public. Quand elle le vit enfin avec Monica, une fillette de 6 ans aux yeux vifs dans une jolie robe rose, son cœur se brisa. « Georges, s'il te plaît. » Georges la regarda, puis dit calmement « J'ai tourné la page », et il s'éloigna. Monica ne la reconnut même pas. Un après-midi chaud, Cynthia était en train d'arranger des tomates sur sa table en bois lorsqu'un SUV noir s'arrêta. La vitre descendit. Une jeune femme vêtue d'un uniforme de pilote impeccable, de lunettes noires et à la peau brune éclatante, en sortit. La bouche de Cynthia s'ouvrit. C'était Monica, adulte. Avant que Cynthia ne puisse parler, elle tomba à genoux. « Monica, ma fille, pardonne-moi, s'il te plaît. » Les clients s'arrêtèrent. Les téléphones sortirent. Quelqu'un commença à enregistrer. Monica la regarda en silence, puis dit « Lève-toi ». Cynthia trembla. « Je suis tellement désolée. » Monica fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. Il y a 5 millions à l'intérieur. Ouvre un vrai magasin. Vis bien, mais comprends ceci. Cynthia leva les yeux. La voix de Monica se brisa. Tu m'as peut-être donné naissance, mais tu ne seras jamais ma mère. Et elle retourna au SUV. Cynthia regarda la voiture disparaître dans la circulation. Ses genoux cédèrent. Elle pleura, non pas à cause de l'argent, mais à cause du nom qu'elle n'entendrait plus jamais, maman. Le marché tomba dans un silence étrange après le départ de Monica. Le SUV avait à peine disparu dans le trafic que des chuchotements éclatèrent comme une traînée de poudre. Ça, c'était sa fille. Elle a renié son propre mari et son bébé.
Maintenant, regarde-la. Elle ne l'appelle même pas maman, chais. Cynthia resta à genoux, les larmes coulant sur son visage poudré, imprégnant son foulard. L'enveloppe de 5 millions tremblait dans sa main. Pourtant, elle se sentait comme de la poussière. Rien ne pouvait combler le vide dans son cœur. Toute sa vie, elle avait cru que le succès lui apporterait le respect, que l'argent lui achèterait l'amour. Mais debout là, les genoux dans la poussière, moquée par des étrangers, elle comprit enfin. Le respect n'est pas donné par la richesse. Il est gagné par l'amour. Cynthia ne rentra pas chez elle ce jour-là. Au lieu de cela, elle erra dans les rues de Lagos, jusqu'à ce que le ciel devienne noir et que les lumières des rues s'allument comme des yeux jugeurs. Elle finit par arriver à une petite église catholique qu'elle passait en allant au campus pendant ses études universitaires à Nsuka. C'était calme, vide. Elle entra, déposa l'enveloppe de 5 millions sur l'autel et s'agenouilla de nouveau. « Mon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi recommencer », murmura-t-elle. Le lendemain, elle utilisa une partie de l'argent pour ouvrir un véritable étal de légumes dans un petit magasin près du carrefour. Elle le remplit de tomates fraîches, de poivrons, d'oignons et de poissons séchés. Elle engagea une jeune fille de Benu pour l'aider. Et chaque matin, elle balayait le magasin, disait une courte prière et ouvrait pour les affaires. Plus de perruques, plus de dentelles. Cynthia portait de simples pagnes et des pantoufles en caoutchouc. Maintenant, elle évitait les miroirs, évitait Instagram, évitait son reflet, mais au fond d'elle, elle gardait un espoir que peut-être, juste peut-être, Monica reviendrait et l'appellerait maman, ne serait-ce qu'une fois. Pendant ce temps, la vie de Monica s'élevait comme un lever de soleil. Elle venait d'être promue pilote senior au sein de l'une des meilleures compagnies aériennes d'Afrique de l'Ouest. Les gens la louaient partout. Les journaux l'interviewaient. Son histoire devint virale, bébé abandonné devient pilote. Lorsqu'un journaliste lui demanda si sa mère l'avait inspirée, Monica sourit tristement. « Non, mon père l'a fait. » Georges regarda l'interview sur YouTube et essuya une larme de son œil. Il était maintenant le directeur de l'agence de la même banque qui avait autrefois menacé de le renvoyer. Son visage figurait sur des affiches de motivation. Il était invité à des programmes d'autonomisation des jeunes pour partager son histoire. Mais même avec son succès, il ne se remaria jamais. « Je suis marié à mon but », disait-il souvent quand les gens le lui demandaient. Et ce but était Monica. De retour à l'Équille, le manoir Obina était maintenant froid et silencieux. Le chef Johnson était enterré depuis 6 ans. Ses fils et ses filles étaient occupés à se battre pour les parts et les propriétés. Vivant, l'avocate à la langue bien pendue, menait maintenant un procès contre Maxwell, qui avait secrètement tenté de vendre l'un des champs pétroliers sans l'approbation du conseil d'administration. Leur empire s'effritait, et pour la première fois, quelqu'un de la famille contacta Cynthia. Une vieille femme de ménage de la maison, Obina l'appela un soir. « Tante Cynthia » murmura-t-elle. « Il prévoit de retirer ton nom de l'entreprise familiale. » Cynthia ne répondit pas. Elle ne s'en souciait même pas. À quoi bon? Elle avait goûté à ce monde et s'y était perdue. L'argent, l'or, les mensonges, tout cela ne signifiait plus rien maintenant. Mais le destin n'avait pas encore fini avec elle. Un après-midi, alors qu'elle fermait le magasin, une petite voix l'appela derrière elle. « Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, avez-vous de l'eau » Elle se retourna. Un jeune garçon pieds nus, affamé, peut-être 7 ans, se tenait là, transpirant sous le soleil de Lagos. Elle se précipita à l'intérieur, attrapa une poche d'eau froide et la lui tendit. Il la but comme si c'était la vie même. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. « Ikena » répondit-il. « Ma mère est malade. Nous n'avons pas mangé depuis hier. » La gorge de Cynthia se serra. Le garçon lui rappela Georges, Monica, le bébé qu'elle avait jeté pour la richesse. Elle lui donna une assiette de riz jollof, des fruits, et une note pour sa mère. « Dis-lui de venir demain. Je l'aiderai. » Alors que le garçon partait, Cynthia se tint à l'entrée et se murmura « Je ne suis peut-être pas une mère pour Monica, mais peut-être que je peux être une mère pour quelqu'un d'autre. » Mais alors que Cynthia tentait de reconstruire son âme brisée, quelque chose d'autre se préparait tranquillement contre elle. Jonathan, l'homme qui avait disparu avec son argent, était de retour à Lagos. Sauf qu'il ne s'appelait plus Jonathan. Maintenant, il était le chef Gide, un promoteur immobilier en pleine ascension, connu pour organiser des fêtes somptueuses et sponsoriser des événements de célébrités. Et une nuit, alors qu'elle regardait la télévision dans son magasin, Cynthia vit son visage apparaître à l'écran. Le magnate de l'immobilier de Lagos, le chef Gide, ouvrira le plus grand centre commercial d'Afrique à l'Équille le mois prochain. Son cœur s'arrêta. Le centre commercial montré à la télévision était exactement son design. Les croquis,
L'agencement, même les couleurs. Tout ce dont elle avait rêvé, tout ce qui lui avait volé. Maintenant, cela se réalisait sous un nouveau nom, sous son nom. Ses mains tremblèrent. Elle laissa tomber la télécommande. Et soudain, toute la honte, toute la douleur, tout le silence devint feu. Elle se leva, saisit son petit téléphone Nokia et composa un numéro qu'elle pensait ne jamais rappeler. Allô, maître Donald. J'ai besoin de votre aide. Le lendemain matin, Cynthia se tenait devant le portail du cabinet Johnson, sur l'île de Lagos, tenant un vieux dossier de documents, le plan de conception original, les reçus de transfert de propriété et le contrat frauduleux que Jonathan avait signé avant de disparaître. Elle s'apprêtait à avancer lorsqu'un Range Rover noir s'arrêta à côté d'elle. La porte s'ouvrit lentement et Vivant Wana en sortit. Elle fixa Cynthia avec les mêmes yeux froids que lors des funérailles 6 ans plus tôt. « Que faites-vous ici » demanda Vivant. « Je reprends ce qui est à moi » répondit Cynthia, se tenant droite pour la première fois depuis des années. Vivant esquissa un sourire méchant. « Voyons si vous êtes prête pour la guerre. » Cynthia tint bon. La chaleur de la gosse pesait sur sa peau, mais le feu en elle brûlait plus fort. Elle serra plus fort l'enveloppe usée, la preuve que le centre commercial dont se vantait le chef Gide lui appartenait. Son sang, sa douleur, sa chute. Vivant croisa les bras, ses talons claquant sur le trottoir. Vous pensez que le simple fait de vous présenter ici avec de vieux papiers changera quoi que ce soit? Cynthia croisa son regard. Ces vieux papiers sont des contrats signés, des preuves de conception, des transactions bancaires et des dates. Tout ce dont j'ai besoin pour le démasquer. Vivant ricana. Vous auriez dû rester à votre étal de marché, Cynthia. Ce monde, notre monde, n'est plus pour des gens comme vous. La voix de Cynthia ne trembla pas. Alors je traînerai votre monde dans le mien. Elle se retourna et franchit les portes vitrées du cabinet Johnson, sans attendre un mot de plus. À l'intérieur, maître Donald leva les yeux, surpris. Il n'avait pas vu Cynthia depuis les funérailles. Elle semblait plus âgée maintenant, plus simple. Mais ses yeux étaient vifs. « J'ai besoin de votre aide, » dit-elle. « Cet homme, Jonathan, ou quel que soit le nom qu'il se donne, il m'a volé et il est sur le point de lancer un centre commercial qui est le mien. » Maître Donald lui fit signe de s'asseoir. Elle posa les documents devant lui. Alors qu'il les lisait, ses sourcils se froncèrent. « C'est grave, » dit-il finalement. « Et si ce que vous dites est vrai, il pourrait faire de la prison pour fraude. » « Il ne s'en sortira pas, » dit Cynthia. « J'ai tout perdu. Mon mari, ma fille, ma dignité, mais je ne le laisserai pas voler mon âme aussi. » Maître Donald s'appuya en arrière. « Nous devrons agir vite. Déposer une injonction avant l'ouverture. Impliquer les médias. Faire du bruit. »« Je suis prête, » répondit Cynthia. Alors qu'elle se levait pour partir, elle se retourna. « Une dernière chose, maître. Je ne veux pas récupérer le centre commercial pour moi. » Il haussa un sourcil. « Je le veux au nom de Monica. » Cette nuit-là, dans un coin tranquille de son magasin, Cynthia ouvrit un carnet marron et commença à écrire une lettre à Monica. Une lettre pleine de vérité, pas d'excuses. « J'ai un jour échangé toi et ton père contre un monde d'or. Et quand ce monde s'est effondré, je n'ai eu que des cendres et des regrets. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce centre commercial était autrefois mon rêve. Maintenant, c'est le tien. Que tu m'appelles de nouveau maman ou non. » Elle la signa, la scella et embrassa l'enveloppe. Cynthia ne courait plus après la richesse ou la famille. Elle cherchait la rédemption. Et cette fois, elle était prête à se battre pour cela. La salle d'audience était bondée. Des caméras bordaient le mur du fond. Des journalistes chuchotaient des mises à jour dans leur téléphone. L'air était tendu d'anticipation. Au premier rang, Cynthia était assise, vêtue d'une simple jupe grise et d'un chemisier, sans maquillage. Pas de bijoux, juste sa vérité. De l'autre côté de l'allée se trouvait le chef Gide, anciennement connu sous le nom de Jonathan. Vêtu d'un costume noir sur mesure, il souriait avec arrogance, chuchotant à son avocat. Mais la confiance sur son visage vacilla lorsque maître Donald se leva, tenant les croquis architecturaux signés de Cynthia et les documents originaux, même avec la signature de Jonathan. La voix du juge résonna dans le couloir. Sur la base des preuves présentées, il est clair que le défendeur a dénaturé son identité, falsifié les termes contractuels et illégalement assumé la propriété appartenant à la plaignante. Cynthia serra les accoudoirs de son siège. Ce tribunal gèle par la présente tous les actifs actuels associés au projet connu sous le nom d'Emerald City Mall. La pleine propriété est accordée à mademoiselle Cynthia Owena, et une enquête criminelle sera immédiatement ouverte contre le défendeur. Le marteau retomba.
Bang! La salle d'audience haleta. Le visage de Jonathan devint pâle. Cynthia cligna des yeux rapidement, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. La justice avait parlé. 2 semaines plus tard, Cynthia se tenait devant le même centre commercial qui avait autrefois représenté sa chute. Seulement maintenant, une nouvelle enseigne se dressait à l'entrée, l'espace de Monica, un centre pour les filles qui osent rêver. Le centre commercial n'était plus seulement une entreprise. C'était une mission. La grande ouverture fut simple. Pas de célébrités, pas de tapis rouge, juste des jeunes filles des rues de Lagos, des orphelinats et des refuges qui entrèrent pour la première fois pour y trouver des centres de formation, des ateliers gratuits, des bibliothèques et des programmes conçus juste pour elles. Monica arriva en retard. Elle sortit d'une voiture noire en uniforme de pilote complet. Ses yeux balayèrent le bâtiment. Elle ne s'attendait pas à être émue, mais elle vit ensuite la plaque dédiée à Monica Georgia Binet, d'une femme qui a finalement appris ce que signifie aimer sans égoïsme. Monica resta figée. Sa poitrine se souleva et s'abaissa. Cynthia s'approcha lentement, les yeux baissés. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, » dit-elle doucement. « Mais j'ai construit cela en pensant à toi. Tu es la seule partie de moi dont je suis fière. » Monica la regarda. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que j'ai enfin réalisé, » murmura Cynthia. « Tu as toujours été le vrai trésor, pas l'argent. » Monica ne parla pas, mais après une longue pause, elle ouvrit les bras. Et pour la première fois en 7 ans, Cynthia sentit la chaleur de l'étreinte de sa fille. Tout le monde n'applaudit pas. Tout le monde ne pardonna pas. Mais à cet instant, une femme qui avait tout perdu avait enfin trouvé quelque chose pour lequel vivre.